nous allons entendre Claire Dutray. Lorsqu'elle était vice-présidente de la Société des poètes français, Claire Dutray avait assisté le président Vital Ortebise dans le redressement financier de cette société pour en faire la prestigieuse institution qu'elle est devenue aujourd'hui. Et notamment, elle est reconnue d'utilité publique. Poète, Claire Dutray a publié en 2020 aux éditions de la Nouvelle Pléiade un recueil intitulé « Éclat de mort, éclat de vie ». Elle est aussi connue pour son grand talent de dire de la poésie. Ses récitals attirent toujours un large public dans les salons de l'Académie française, dans les ambassades, entre autres celles du Maroc, de Tunisie, du Portugal, sans oublier la salle des fêtes de la mairie du 6e arrondissement de Paris, où, à l'occasion du départ du président Vital Ortebise, le public venu l'écouter a compté plus de 200 personnes. Voilà, Claire. J'écris très peu, mais de temps en temps, un poème. Vous imaginez un grand jardin, un arbre, un cèdre qui faisait plus de 30 mètres de haut et qui est mort en quelques mois, qui a souffert à la fois de sécheresse et d'inondations successives. Mon arbre. Oh, mon arbre, vu vivant entre ciel et terre, cherchant et étirant ta précieuse unité, tu es devenu si fragile aux présences venteuses, et tu pleures le long de ton tronc noirci des larmes collantes. Je ne puis te sauver de ta mort certaine, de mes bras trop courts, je ne puis t'enlacer, toi que j'aime et qui m'as offert ta vivifiante énergie. Ô mon arbre mort, si majestueux cependant, je suis en prière vers toi. Ton sang poisseux coagule mes larmes, m'envahissant d'un parfum enivrant. Les derniers oiseaux te font la fête, en picorant tes branches offertes à leur ancien nid créé. Même la terre endeuillée réagit, t'entourant de son dernier collier d'herbes sèches. Le soleil, étrange ce matin, irisait des flocons de neige. Il pleuvait des lumières pour te célébrer. Il n'y aura plus d'oiseaux cachés dans tes branches épineuses et piquantes, ni de chants allègres et amoureux. Il n'y aura plus ta cime élancée aperçue entre deux toits, ni des senteurs odorantes et fortes. Il n'y aura plus ton ombre généreuse et protectrice, ni des fruits épandus sur la terre, aux couleurs de leur poussière jaunie. Il n'y aura plus d'enfants conquérants et joyeux, grimpant sur tes branches rondes et élégantes. Tu pars au cimetière des arbres. Seul, tes racines tentaculaires, larges et profondes, nourriront la mystérieuse terre et toute sa faune insoupçonnée. Début d'un recommencement. Ô mon arbre, je me tiendrai sur ta souche livide aux multiples cercles de ton âge gravé. Oui, j'y puiserai les derniers sursauts de ton énergie souterraine, aussi droite que possible, afin de te perpétuer. Ô mon arbre, toi qui m'as tant donné, ainsi tu deviens en mon cœur éternel.
et je chante avec toi ton éternité. L'illustration dans le recueil L'Anthologie de l'émerveillement est de Christiane Hurtebise, qui est donc à côté de son mari, Vital Hurtebise. Merci Christiane. Alors nous allons écouter maintenant Magali Guiriec. Magali Guiriec est chef d'entreprise et psychologue du travail. En tant que telle, elle travaille sur les relations intergénérationnelles dans le monde de l'entreprise, visant à favoriser d'harmonieuses relations entre collaborateurs d'une même entreprise par-delà les différences d'âge, de valeur ou de personnalité. Elle écrit des poèmes ou des nouvelles portant sur les thèmes de l'amour, des rencontres et des souvenirs d'enfance, comme l'illustrent parfaitement bien les deux poèmes qu'elle va nous lire. Son illustrateur, Pasquale, est chargé d'analyse en laboratoire industriel et artiste peintre amateur. Ses œuvres sont inspirées par les couleurs de la mer et des côtes bretonnes et il participe à de nombreuses expositions. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Donc je voudrais juste que mon illustrateur se lève avant que je commence à lire, puisque voilà, il est là-bas. Pasquale, merci à toi pour cette illustration. Alors le premier poème que je vais vous lire est un poème en fait qui est issu de mes souvenirs d'enfance. Les pomponnettes. Il est loin ce temps où j'allais chercher dans le placard de ma grand-mère tout là-haut, tendant le bras, debout sur une chaise, des pomponnettes pour le goûter. Cette gourmandise chapardée sur la pointe des pieds, enviée toute l'année, était tellement délicieuse. Ce biscuit croquant en forme de collerette, orné d'une meringue colorée, se glissait dans ma poche furtivement. Il était gardé secrètement tout au long de la journée pour rêver à sa saveur sucrée et faire infuser le plaisir du moment, tant convoité de sa dégustation. Ce sont ces petites îles de sucre qui, comme les madeleines de Proust, parsèment nos souvenirs d'enfance, de rire et constellent dans nos yeux des étoiles de tendresse. Ces friandises, je les ai retrouvées au hasard dans un magasin de cocagne. Elles m'ont rappelé tant d'aventures que je n'ai pas pu résister à la tentation de les acheter. Ce deuxième poème, en fait, est une déclaration d'amour un peu particulière. Instant d'éternité. Un baiser sur la joue, une proximité qui vibre, et te voilà à jamais ancré dans ma mémoire comme un instant d'éternité. Que j'aimerais que ce moment revienne, se reproduise à chaque saison, pour voir fleurir sur ma peau les couleurs de notre tendresse amoureuse. Chaque jour que je te vois est un pétale que j'essaime au vent de notre amour. Tu es l'étincelle qui rallume mon cœur lorsqu'il s'éteint. Tu es un mirage sur le chemin de mon destin à chaque fois que je marche pour te rejoindre. Tu es cette amulette que je serre dans ma main lorsque j'ai peur de me perdre. Tu es cette note sur la portée de ma vie qui écrit la musique de mon âme. Tu es la source à laquelle je bois dans mes rêves pour me réveiller les yeux pleins de joie et d'espoir. Tu es enfin la douceur de la guimauve, juste sucrée, comme il faut pour ne pas m'écœurer, que j'aimerais ne plus te quitter. Merci. Eh bien, Vital Hurtebise. Vital Hurtebise est commandeur des palmes académiques et chevalier des arts et lettres. Il est auteur de 49 recueils. Il était 4 fois lauréat de l'Académie française. Il est grand prix de la maison de poésie. Président de la Société des poètes français pendant 20 ans,
Il a fondé l'Agora et a créé une maison d'édition à compte d'éditeur. En 1993, il a fondé l'association Poètes sans frontières, qui conduit les actions humanitaires en faveur des populations en détresse, notamment au Burkina Faso, au Cambodge, en Inde, en Haïti. Actuellement, en direction d'enfants polyhandicapés. En 1961, il lance la revue L'Étrave, qui sortira bientôt son numéro 282. Quant à sa maison d'édition, la Nouvelle Pléiade, elle va bientôt publier son 2000e ouvrage. Maurice Druon de l'Académie française l'a largement salué. Bon, et c'est Claire Dutray qui va nous lire son texte. Pardonner. C'est qu'il m'en a fallu du temps pour tout comprendre. Longtemps, j'ai refusé la voie de la raison. L'existence, il est vrai, n'avait pas été tendre pour moi, me réservant sa dague ou son poison. D'un ami cher, la trahison, la calomnie, les coups bas, les échecs, l'injustice. J'ai dû, plus souvent qu'à mon tour, boire jusqu'à la lie le vin mortel qu'on me servait à mon insu. J'ai chaque fois juré, me roulant dans la fange, et m'en suis pris en citant tous à témoin, à Dieu le Père, à tous les saints, à tous les anges. J'allais dans l'existence en leur montrant le poing. J'en étais même à ne plus savoir qui maudire. Un conseil amical devenait un affront. Lorsqu'un jour, j'entendis quelqu'un tout bas me dire « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pardonner? Pardonner. Ah, quelle douce parole! J'ai soudain pris plaisir à prononcer ce nom, brillant comme une étoile ou comme une auréole. Il couronne mon cœur, qui revit aussitôt. Je ne sens plus mes plaies, pourtant toujours ouvertes. Elles ne suintent plus ni la haine, ni la mort. Mes souffrances d'un jour en sacrifice offertes me forgent en secret, plus vivant et plus fort. Vital Heurtebise. Et l'illustration est de Christiane Heurtebise. Alors nous allons écouter maintenant Daniel Kunt, auquel je vais laisser le soin de se présenter lui-même, car, et je viens de constater, que j'ai laissé mes dernières fiches à la maison. Je suis tout à fait confus, mais Daniel Kunt se présentera beaucoup mieux que je l'aurais su faire. Je ne suis pas sûr, mais je vais essayer. Connais-toi toi-même, c'est ça? Alors, je suis donc Daniel Kunt, astronome. J'ai passé une quarantaine d'années à étudier le ciel, à l'observer, à courir un peu les rondeurs de notre planète pour regarder le ciel. C'est ce qu'il faut faire, parce qu'on n'est pas toujours là où on habite, armé des meilleurs instruments pour regarder le firmament, les étoiles, les galaxies. Et donc j'étais à l'initiative de la Nuit des étoiles, je ne sais pas si je vous parle. Bon, c'était en 91 et c'était une émission à la télévision, à la radio, qui a réuni des milliers d'astronomes amateurs, le public, un petit peu partout en France. Et à ma grande surprise, eh bien, ça avait eu un tel succès que la télévision a reconduit presque tous les ans pendant au moins 15 ans. Et aujourd'hui, il y a, chaque année, au mois d'août, c'était l'idée de recommencer chaque année. Au mois d'août, il y a à peu près
200 ou 300 clubs, associations venues de toutes parts, qui accueillent le public. L'année dernière, il y avait à peu près plus d'1 million de personnes qui ont été sensibles, qui ont participé de près ou de loin à cet événement. Voilà. Bien sûr, mon activité principale était la recherche. J'ai travaillé sur ce qu'on appelle la cosmologie, donc l'étude de l'univers lointain, pour comprendre d'où viennent les galaxies, comment se forment les étoiles, d'où venons-nous, où allons-nous, et qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Voilà, ça c'était l'essentiel de mes activités. Et bien sûr, l'astronomie a quelque chose de particulier, c'est qu'elle est au croisement de beaucoup de choses, du spirituel, du religieux, de la science et de la poésie. Donc, inévitablement, je ne suis pas tombé dedans, mais j'étais amené à croiser les regards d'autres personnes, des poètes, des artistes, et il m'arrive souvent de dialoguer avec des artistes particuliers, des peintres, pas seulement. Et voilà, donc je ne sais plus très bien dans quelles circonstances nous nous sommes rencontrés, mais grâce à vous. Pour le livre Les mots du ciel. C'était pour le livre Les mots du ciel, merci de me le rappeler. Donc j'ai écrit un livre qui s'intitule Les mots du ciel. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas, on ne regarde pas le ciel depuis des millénaires, voire des millions d'années maintenant, puisque l'homme est là depuis très longtemps, sans que ça ne puisse avoir une incidence sur notre propre vocabulaire. Et j'ai découvert un peu par hasard, en dehors de mon travail, qu'il y avait des mots qui, effectivement, dont l'étymologie provenait directement du ciel. Comme par exemple, jovial, lié à Jupiter, qu'est-ce que je peux trouver, le tournesol, cette fleur qui tourne avec le soleil. Ce sont des mots dont parfois on oublie qu'ils ont un lien avec le ciel, comme par exemple malotru. Malotru, ça vient de l'astrologie, de cette idée selon laquelle il y a un lien entre le ciel et nous. Idée que je ne partage pas de la même manière que les astrologues, évidemment, mais quand même le mot reste. On a souvent traiter quelqu'un de malotru pour dire que c'était quelqu'un de mal élevé. Et à l'origine, c'est malum astrum, quelqu'un qui naît sous une mauvaise étoile. D'ailleurs, dans les campagnes, lorsqu'un jeune enfant naissait, on sortait, on regardait si au-dessus de la maison il y avait une étoile brillante ou pas. Une étoile brillante était bon signe, une étoile plutôt faible, eh bien c'était le signe que vous étiez mal né. Et il y a d'autres mots bien sûr, considérer, considéris, regarder l'étoile, ça devient maintenant quelque chose de différent. Considérer, on n'a plus besoin de penser à l'étoile. Voilà, il y a toute une série de mots dont j'ai fait le florilège, et j'ai évidemment dans ce livre traduit, évoqué les légendes, les expressions, le mot canicule par exemple. Voilà. Et puis il a été traduit, là c'est mon dernier ouvrage, et il a été traduit, il est publié il y a un mois en anglais. Il y a une édition anglaise maintenant, adaptée, je devrais dire, parce qu'évidemment, quand on s'adresse à un public anglophile, il faut quand même changer ses références. Je n'ai pas parlé dans cette traduction de Georges Brassens ou de Jean Ferrat, parce que ça ne parle pas nécessairement aux Anglais ni aux Américains. Voilà, et donc je continue comme ça à partager mes travaux dans des conférences et puis échanger avec toutes sortes de gens. Voilà, je me félicite d'avoir laissé une note. Je ne sais pas. En tout cas, merci de m'avoir permis de participer à votre initiative. Je retrouve ma page. Et vous trouverez dans ce poème, je l'ai dit à mon épouse qui est là, qui s'élève en écrivant, que effectivement mon travail se retrouve d'une certaine manière dans ces lignes. Il y a une petite différence si vous avez cet ouvrage en main. Il y a une phrase que je répète 2 fois et que j'éliminerai complètement si je pouvais le faire, donc vous pouvez le réunir. C'est quand je serai libre. Tu me manqueras quand je serai mort. Si nul ne pense l'univers, existe-t-il toujours? Que sommes-nous sans le regard? Jules Supervielle écrit: quand nul ne la regarde, la mer n'est plus la mer. Mais je me sais transporté dans un monde qui existe déjà. J'ignore tout de son commencement et partirai sans en connaître la fin. Il faut être attentif à ce qui est.
Si nul ne pense à moi, à toi, je cesse d'exister. Je voudrais être saint et ôter la souffrance à toute forme de vie. Je pensais que chacun détenait un pouvoir qui bouleverserait le monde s'il en prenait conscience. Je pensais que vieillir, c'était grandir, révéler le monde et sortir de son nombril. Je ne sais pas pourquoi on se recroqueville pour atteindre le ciel. Je pensais que je serais blanc avant d'être gris, et que la charpente de mon corps pourrait porter le poids qui l'habite. Mais je me courbe insensiblement. Je pensais que vieillir était l'aboutissement de la vie et que j'aurais le temps pour conclure ma raison d'être. Je voudrais être libre et vivre le peu de temps final dans la vérité qui me traverse. Regarder les fourmis et les galaxies et y voir l'immuable mouvement des choses. Fermer mes pupilles qui rétrécissent mon horizon dans une dernière révérence à la terre. Refuser que le dernier point de ma phrase se termine dans une boîte, dans une cavité de la terre, dans les flammes d'un four sans être libre, et me laisser traverser par l'envol du temps, pour n'être qu'une pensée vêtue de larmes dans l'amour qui sera la seule chose que j'aurai créée. Alors c'est maintenant Liliane Lajoigny que nous allons écouter. J'espère qu'elle va me pardonner d'avoir oublié aussi ma note à la maison. Je suis navré. Vous allez vous présenter vous-même et ce sera sans doute beaucoup mieux que ce que je n'aurais fait. Bonjour à tous. Oui, je vais essayer de me présenter. J'écris des poèmes en fait depuis la retraite, depuis 2006, et mon complice est l'illustrateur du texte que je vais vous lire. C'est un haïboun, c'est-à-dire que c'est de la prose parsemée de haïkus. Parce que nous avons beaucoup voyagé en Asie et Jean-Paul Lajoigny, ici présent, donc je vous présente officiellement, a pris cette photo lors d'un voyage que nous faisions dans le sud de la Chine, puisqu'il s'occupe d'une association humanitaire pour la scolarisation des filles des minorités en Chine. Et donc nous étions allés voir ces filles sur place, dans la montagne. Et l'illustration est aussi une montagne, mais vue d'un autre côté, c'est la vénérable montagne qu'on gravit avec sa sagesse, alors que les filles qui habitent dans ces montagnes, elles descendent de la montagne. Vous allez voir. Donc le texte s'appelle « Rayon de soleil ». Elle s'appelle Yangwang, rayon de soleil. Cette année, elle a pu passer les fêtes de la mi-automne avec sa famille dans les grandes montagnes Miao de la Chine du Sud. Mais aujourd'hui, elle a dû repartir au lycée. Avant de partir prendre l'autocar, elle s'est retournée vers sa maison. La brume était si dense qu'elle ne voyait déjà plus la porte, juste les papiers découpés et les plantes séchées sur le balcon. Elles sont parties. Il était 5 heures du matin. Le ciel s'ouvre à peine, seul sur le chemin debout, au milieu des pins. Sa mère marchait devant. Yangwang savait que ses affaires étaient dans la palanche que portait sa mère, mais elle les devinait seulement dans l'épaisseur de la brume. Grand-mère lui avait préparé, étendu, de son beau sourire édenté avant de partir, un bloc de riz emballé dans une feuille de taro. La journée verrait peut-être monter des touristes, assoiffés de clichés chocs,
brisant le silence vert qui baignait ces montagnes. En voyant sa mère marcher, tomber, se relever et repartir sans un mot sur le sentier glissant, Yang Guang avait envie de pleurer. L'amour d'une mère, au cœur de la Chine ou ailleurs, pas besoin de traduire. C'est l'heure du soleil levant, invisible dans la brume. La mère de rayons de soleil n'a jamais pris l'autocar pour aller à la ville. Elle surveille, attentive, son installation avec ses affaires dans les rangées déjà bondées. Lentement, l'autocar s'éloigne. Yang Guang emporte le sourire de sa mère à travers le brouillard. D'un pas rapide, la mère s'engage sur le pont du vent et de la pluie et reprend le sentier étroit de son village dans les nuages. Les rubans de soie de ses jambières flottent joyeusement dans le vent qui se lève. Elle est heureuse. Les bulletins scolaires de sa fille, elle ne sait pas les lire, car ils sont écrits en chinois mandarin et elle ne parle que la langue miao de sa minorité. Mais elle sait retenir ce que sa fille lui lit à haute voix. Chaque beau résultat est un rayon de soleil. Chaque parole de louange traverse le brouillard. Un jour viendra sûrement où rayon de soleil sera un soleil levant, celui de sa famille. Alors maintenant, Catherine Liébert. Bon, alors même souci de manque de présentation, oublié chez moi, j'étais bien fatigué sans doute ce matin pour avoir fait cette erreur. Bon, allez, Catherine Liébert. Bon, j'ai essayé de me présenter brièvement. J'écris de la poésie depuis très longtemps, mais j'ai commencé à être édité dans les années 80 et la Société des poètes français m'a édité en 2019. Après quoi, j'ai continué à écrire et je proposerai autre chose plus tard. Je suis aussi une chanteuse classique. Je participe à des concerts avec Action Musique à Fontainebleau-Avon en particulier. J'en profite donc, puisque j'ai la parole, pour faire de la publicité, puisque dimanche de la semaine prochaine, il y aura un concert à 16h au manoir de Bel-et-Bas, le manoir des éditions Durand, qui ont accueilli des compositeurs français célèbres à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et ce sera un concert consacré aux contes et légendes, avec une diseuse et avec plusieurs chanteurs, une pianiste, un clarinettiste. Vous pouvez trouver ça sur, je pense, le site de la ville d'Avon. Je vais donc vous lire le poème qui est dans l'anthropologie et qui s'intitule Mémoire végétale. Je suis née sur une planète juvénile et féconde, verte et bleue. Les algues, les charales poussaient dans les océans et les lacs. Les champignons, les mousses avaient conquis la terre. Et moi, j'étais une fougère dans la forêt des premiers âges. Les animaux alors étaient au fond des eaux les poissons et les crustacés. Au ras du sol, les arthropodes, les insectes. Et puis, au long des millénaires, de nouveaux compagnons se sont élancés à l'assaut du ciel, les arbres. Et la vie a créé ses merveilles, les fleurs. Par elles, la forêt s'est emplie de couleurs, de parfums, de nectar, d'ailes de papillons. J'ai vu les animaux grandir, se couvrir de peau, de poils ou de plumes, découvrir l'ascension, l'envol, et l'air a résonné de chants. À 5 reprises, brusquement, presque tous les êtres vivants ont disparu. Et j'ai cru arriver la fin de mon histoire. Alors, la vie a inventé des chemins inconnus, des voies inexplorées, pour imaginer de nouveaux miracles.
Et voici aujourd'hui le 6e désastre. Mais après lui, la vie toujours recommencée inventera un nouvel avenir. Peut-être serai-je encore là pour voir renaître et se poursuivre cette aventure éblouissante. Alors maintenant, nous allons écouter Pascal Pérez-Chaté qui va nous lire 2 poèmes de Marie-Josée Bottescluse. Marie-Josée Bottescluse était médecin ophtalmologue et elle nous a quittés en 2023. Et nous avons tenu à lui rendre hommage en lisant 2 de ses poèmes. Poème donc de Marie-Josée Bottescluse, Mon enfant. Quand tu me dis maman, de ton île lointaine, je reconnais ta voix, qu'elle soit joie, qu'elle soit peine, mon enfant. Quand tu me dis maman, de tous les alizés, je te revois enfant, dans mes bras enlacés, craignant un petit rien, quémandant un câlin. Quand tu me dis maman, des lagons de tes rêves, je sais que tu m'attends, afin que sur la grève, je garde tes petits et protège leur vie. Quand tu me dis maman, de ta maison de paille, je sais qu'il faut que j'aille là-bas te retrouver, apprendre à tes enfants ce que veut dire aimer. Mais sais-tu, mon enfant, la vie est une graine qui pousse lentement et que le temps égrène. C'est au petit bonheur que tu devras ta joie et dans les grands malheurs, tu peux compter sur moi, mon enfant. Le 2e poème, Toi et moi. Parce que c'était toi, parce que c'était moi, ce sont des petits riens qui font le plus de bien. Témoin de notre amour, tu me portes un sac trop lourd, je te sers tes repas, tu soutiens tous mes pas. Ensemble, nous voyageons. Parfois, nous disputons pour une bagatelle que notre orgueil appelle. Cela ne dure jamais, plus longtemps qu'un baiser. Parce que c'est toi, parce que c'est moi. Nous nous sommes aimés, de notre amour sont nés nos enfants bien-aimés. Jusque dans l'infini, où notre étoile luit, nous aimerons toujours, parce que c'était nous, c'était toi et moi. Parce que c'était lui, parce que c'était moi, disait Michel de Montaigne de son ami la Boétie. Voilà, et c'est Roland Souchon qui va clore ce récital. Alors là, la note ne m'a pas échappé ce matin. Roland Souchon est peintre et poète. Il est membre de la Société des poètes français. Il était formé aux Beaux-Arts de Clermont-Ferrand et il figure dans le dictionnaire biographique des artistes et plasticiens de France, qui réunit les meilleurs artistes français. Ses œuvres ont été largement exposées à Paris, notamment au Palais de Chaillot, à la Cité internationale des arts, aux Invalides, dans les mairies des 5e et 7e arrondissements et au siège de la Société des poètes français. Il est aussi exposé ses œuvres à Cannes et à Deauville et également aux États-Unis. Outre son poème, il va nous lire une œuvre de Josia Lumina, poétesse au parcours atypique puisqu'elle a été enseignante pendant 30 ans dans une famille princière en Arabie Saoudite.
Elle a publié 3 romans, une pièce de théâtre et de nombreuses poésies. Voici un poème écrit par mon ami Josiah Lumina, aujourd'hui loin d'ici, dans les sables brûlants du Moyen-Orient. Son poème s'intitule « Ô beauté ». Ô beauté, tu m'as souvent prise par la main pour partir sur ton aile et toucher l'éternel. Dans la plénitude épanouie d'une secrète majesté, tu m'as offert l'essentiel clé pour vivre l'harmonie, pour vivre la vraie vie. Et j'ai beaucoup vécu sur ton aile, ô beauté. Et aujourd'hui, le printemps est dans un ciel de soie au sillon d'écume. Avril tintinabule de tonalités nouvelles. Grâce à Marguerite Chamon et Jean-Pierre Béchu, notre chemin volte, cabriole, ébloui par la poésie. Voici quelques mots sur l'inspiration. Au carillon d'avril, le jour s'est levé. Ma plume calligraphie voyelles et consonnes sur un cahier décoré. Tour à tour s'installe une lueur, une sonorité. Prose, vers, rime, assonance. Il faut trouver son maître en syllabes et octosyllabes, jouer habilement des césures et des élisions. Mais comment arriver à une concision chatoyante? Simple, me direz-vous. Si l'on suit Paul Claudel qui a écrit « Il faut qu'il y ait dans le poème un nombre tel qu'il empêche de compter. » Sans cesse, il faut plonger sa plume dans l'encrier, s'émerveiller de l'aléatoire, s'éloigner de la vérité pratique et chercher partout où la raison n'a que faire. Et, si l'encre sèche parfois, c'est pour mieux respirer ce bleu qui vient de naître au jardin d'herbes folles. Là, l'œil intérieur aux aguets, il suffit de prendre la main d'Orphée pour rejoindre le cœur d'une rose où s'épanouit le sourire d'une muse. Oui, mais mes amis, vous le savez, il faut des heures de réflexion, d'observation, d'émotion pour que, soudain, en une poignée de secondes, vienne une métaphore aux vives couleurs. Alors, derrière le rideau de perles d'une averse, arrive l'inspiration. De l'azur descend en cascade, un bleu intense, inconnu jusque-là. Puis, à la faveur d'une farandole, il remonte les marches du ciel en jouant dans les bras de l'arc-en-ciel. J'y vois une clarté palpitante et douce à la fois, une lumière qui ne s'éteint jamais, le sourire de ma mère. Merci. Voilà, et bien nous terminons en musique avec Michel Berda et Marwan, je ne sais pas, il s'arrange, c'est Michel Berda qui vient. Allez. Vous m'entendez? J'avance à pas de loup
mu par une obsession, contraint de faire fi de tous mes garde-fous. C'est pire que du vaudou, ça frôle la possession. Je me sens comme envoûté par un marabout. Je bafoue mes tabous, assouvi je m'inspire le dégoût. J'ai tout fait pour lutter, pour contrer ce penchant. Si je pouvais, je me ferais greffer de la volonté. Mais il me fait rechuter à chaque fois l'impérieux forfait. Un généticien m'a dit que c'était hormonal. La chose n'en reste pas moins un péché capital. Toutes ces orgies nocturnes, toutes ces bacchanales, selon les dictats de la morale, devraient relever d'un tribunal. Tel un suppôt de Bacchus, après sa libation, je m'avachis dans la pose du fœtus. Vautré dans mon hamac, j'ai le syndrome du chocomaniaque. C'est démoniaque, chocomaniaque. Une autre? Bonjour. Alors à la base, j'étais pas du tout bricoleur. Et j'ai eu la révélation Lutry, la quarantaine passée, en sortant de chez Amitié. Et quand j'ai dit que j'allais poursuivre ma première guitare, tout le monde a fait « Vas-y, fais-toi plaisir ». Et comme quoi, la passion aidant, là, j'ai quand même réussi à faire quelque chose qui tenait la route. Malgré, on me surnommait l'ambicélestre. C'est pour dire, c'était pas gagné d'avance. Est-ce que c'est cette guitare que je pense, je ne sais plus. Je me souviens plus. L'émotion. C'est la prochaine. Non, c'est ça. Donc cette chanson parle un peu de ce travers. Que je prenne un tournevis, un marteau, que d'aventure je me sers d'un niveau. L'étagère est toujours de travers. J'ai beau m'appliquer, faire de mon mieux et donner du mien. N'importe quoi que je fais, c'est jamais bien. J'ai tâté du pinceau, de la truelle, des outils j'en ai une ribambelle. Je suis la-t-il à tout corps d'état. Les plombiers du quartier horrifiés me traitent de sagouin. N'importe quoi que je fais, c'est jamais bien. L'unique chose qui me tient chaud au cœur, c'est d'avoir un illustre prédécesseur qui entreprit un chantier d'envergure
pourtant nous chassa de son beau jardin. T'étonne pas qu'on soit des propres à rien, et que quoi qu'on fasse, c'est jamais bien. Une autre? Je laisse la place à Marwan. Bon, je vais. Je vais faire une autre guitare. Il y a une forme particulière. Une guitare cacahuète. Alors c'est une chanson pour mon frère que je voyais souvent s'énerver au volant. Alors moi je n'étais pas très doué, j'ai eu le permis à 33 ans sous l'impulsion de ma femme qui a dit j'ai 2 enfants maintenant, t'es bien gentil, bras cassés au travail. J'ai dit, okay. Et j'ai constaté que moi-même, pourtant plus détendu que mon frère, une fois au volant, j'avais tendance à m'énerver aussi, donc je me suis dit il y a quelque chose. Est-ce le confinement? Est-ce le... Bon, je ne sais pas. Donc, ça m'a inspiré. Les mains rivées au volant, comme au poignet d'une mitrailleuse. L'œil injecté de sang, il a la gouaille belliqueuse. Ça démarre fort pour le bourbon des bouchons. C'est pas l'envie qui lui manque de jouer aux autotamponneuses. Confronté à tant de branques, il est d'humeur hargneuse. C'est le pain quotidien du bougon des bouchons. Une chose m'échappe dans toute cette hystérie. Pourquoi tant de hâte puisqu'au bureau il s'ennuie? Il n'a qu'un rêve, prendre ses jambes à son cou, car en rentrant c'est sa moitié qui lui prend chou. Confiné dans son auto, le pauvre gars se sent agressé, prisonnier à bord de son dernier îlot de liberté. Il grommait dans sa barbe comme un vieux ronchon. C'est le triste lot des bougons des bouchons. Merci beaucoup à Monsieur Péchu, mon cher professeur d'histoire retrouvé après plus de 40 ans, grâce aux meilleures veilles d'Internet, de m'avoir invité à cette formidable rencontre. Là, donc maintenant, on va passer à la partie exposition. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont des livres à présenter, ils peuvent aller les disposer sur... il y a 2 tables, il y a 3 tables. Hein. Il y a 3 tables et puis une petite table ronde également dans la partie réservée à l'informatique. Donc, répartissez-vous. Arrangez-vous entre vous sans prendre trop de place pour que tout le monde ait suffisamment ait les moyens d'exposer ses livres. Merci. Des aquarelles, et en même temps des dessins à la plume dans le texte. Alors elle défend là on voit les polaires, la elle-même en chaleur, l'ancienne belle quand elle descend à vélo,
l'époque. Voilà. C'est une poésie très simple, très fraîche et très appréciée à tout âge. Quoi. Ça peut être aussi pour des premiers pas en poésie pour des enfants, parce que du coup, comme il y a les dessins dans le texte, ça permet je modélisé pour les jeunes c'est ça. Oui, quand elle regarde le ciel, la grande je sais pas, donc il y a toujours son aquarelle originale. J'ai eu besoin d'un bien sûr, je pense. Avant de bénéficier par rapport au dommage que tu en parles pas. Je demande à un pianiste ou à un guitariste de lui faire. J'ai eu plusieurs fois, je me suis même servi de temps en temps pour faire des cours à mes élèves en culture générale. J'ai assisté quelques jours, en citant à chaque fois les musiciens. Les dessins sont magnifiques. Hein. L'université, c'est les provinces. Et effectivement, les lycées, c'est tous les villes. Alors, nous, c'est pour ça que je parle des fêtes de levier, c'est-à-dire que nous,